Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Michèle Rebaldi, une spécialiste de l'art dans le Web3, tout ce qui est métaverse, NFT, blockchain et communication. Donc merci Michèle d'être avec moi aujourd'hui pour passer un peu de temps et que tu nous présentes un peu tes projets. Déjà, comment vas-tu ? Je vais très bien, je suis heureuse d'être là avec vous. Merci en tout cas de ta présence. Est-ce que tu peux nous faire un rappel de ton parcours et comment les NFT et tout cet univers du Web3 est arrivé dans ta vie ? Alors, chez moi, ça a été une révolution parce qu'à l'origine, j'étais pas du tout technique, ni internet plus que ça. J'aimais bien, je m'y intéressais, mais comme tout le monde, hein. À la base, moi, je suis magicienne mentaliste. C'était mon métier, je faisais des plateaux télé, et cetera. Et comme, la personne qui partage ma vie est un artiste peintre qui est vraiment très talentueux, depuis des années, je faisais son agent d'artiste en parallèle. Donc, comme j'avais également fait pas mal d'études par rapport à l'art, j'avais une grande sensibilité, je peignais moi-même par moments. Donc, je m'étais occupée en parallèle de mon activité de magicienne, de sa carrière. Et donc, en matière d'art, j'étais quand même assez pointue. Et il s'est trouvé qu'il y a un peu plus de 2 ans, une personne dans mes contacts m'a dit: «Mais pourquoi vous ne faites pas protéger les œuvres d'art de Florent en faisant des NFT?» Et là, chez moi, dans ma tête, je me suis dit: «Mais c'est quoi ça, un NFT?» Donc c'était il y a beaucoup plus que 2 ans d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à creuser et quand j'ai compris ce que c'était, ça a fait un tilt dans ma tête. J'ai dit: «Waouh, ça, c'est comme la création d'internet à l'époque, hein». J'ai dit: «Il faut y être, il faut être le premier, il faut se lancer». Donc là, j'ai commencé à potasser comme une dingue tout ce que j'ai pu trouver. Il y avait pas grand-chose en français à l'époque, c'était vraiment beaucoup en anglais. Le moindre petit tuto que j'arrivais à trouver, il y en avait pas des masses, c'était tout en anglais évidemment. Donc c'était très, très difficile d'arriver à avoir des informations et à force, vraiment, je me suis perfectionnée. J'ai, ouvert mon compte LinkedIn afin de m'orienter vraiment Web3 à fond. Au départ, c'était vraiment par rapport au lancement de la carrière de Florent. Et surtout, moi, je ne me suis pas orientée sur des NFT pour protéger purement l'art, je me suis orientée sur les NFT artistiques. Comme j'avais déjà une formation de communication, pour faire des communiqués de presse avec les journalistes, enfin, vraiment par rapport à l'art, etc. Petit à petit, j'ai des clients qui sont venus vers moi, comme je commençais à être quand même assez calée en matière de Web3 et qu'au début, il y avait peu de professionnels. Donc, les gens venaient vers moi et me demandaient donc de faire des communiqués de presse, d'aider à des lancements de collections. Et puis, il y a à peu près 1 an, j'ai le réseau LinkedIn qui m'a contactée pour me demander de devenir créateur LinkedIn. C'est-à-dire que je crée des contenus pour eux, ambassadeur. Voilà, ambassadeur pour eux. Et puis cet été, j'ai eu une bonne surprise de découvrir que j'avais été listée dans les 333 influenceurs mondiaux du Web3. C'est une des premières listes qui a été faite et donc éditée sur le réseau LinkedIn. Alors, j'ai eu cette surprise, quelqu'un qui m'a tagué en fait. Et en France, on n'était que 21 dans la liste. Donc à partir de ce moment-là, je me suis permise de marquer sur mon profil influenceur. Je ne l'aurais pas fait avant. Voilà. Et donc, petit à petit, les choses se sont mises en place. J'ai des gens qui m'ont contacté, des opportunités, des conférences, des organisations d'événements. J'ai participé donc au NFT Movies Festival de Cannes, pour qui j'ai fait la communication. Voilà. Donc, j'ai fait quand même pas mal de choses qui sont venues, qui sont articulées, au point où aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un je pense, qui connaît assez bien les articulations des différents univers du Web3. C'est-à-dire que je me suis intéressée au NFT, au métaverse, à la blockchain, aux cryptos. Et je fréquente énormément de gens qui sont spécialistes dans chaque domaine, ce qui fait qu'à force de parler avec les uns et les autres, j'apprends énormément, ce qui fait que, par exemple, quand je suis à une réunion et que j'ai en face de moi quelqu'un qui se prétend spécialiste et qui ne l'est pas, il ne me faut pas beaucoup de questions pour déterminer que la personne ne l'est vraiment pas.
parce que j'ai, on va dire, une culture générale suffisante pour arriver à bien articuler les espaces entre eux. Voilà comment je suis arrivée. D'accord. Et ça fait un sacré parcours, où tu as totalement bifurqué entre ta partie, plateau télé, magie, Tout à fait. mentaliste, que tu as Oui, finalement, du coup, abandonné pour, tout cet univers du Web3, si j'ai bien compris? tout à fait. Je me suis donnée à bloc là-dedans. Bon, donc on a monté la société Philbéart il y a à peu près 2 ans et on essaye, en fait, de que ça couvre d'une part l'art traditionnel, hein, l'agent d'artiste, les expositions, et cetera, mais également la partie donc toute web, qui est Web3, qui à mon avis est plus que l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qui va devenir rapidement indispensable. Ça n'a pas été compliqué d'abandonner ton domaine précédent pour le Web3? C'est vraiment, du coup, un Alors, déclic, comme tu le je dis, mais ça a été un tu déclic, mais tu vas rigoler, ça n'a pas été difficile. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été un non. peu contrainte de l'abandonner. Parce que Ah! pendant 2 ans, il n'y a plus rien eu. Ah oui, d'accord, OK. Ça a été un déclic qui est arrivé, on va dire, à un moment, forcément où tu ne te posais plus la question, tu as foncé dans le nouveau domaine. D'accord. Tout à fait. C'était, une décision assez logique. D'accord. Écoute, j'ai plein de questions parce que tu as donc ton processus d'apprentissage, sachant que tu ne connaissais quasiment rien au début et tu n'avais pas du tout un profil technique, informatique, réseau ou ce genre de choses. Comment finalement, tu as appris et par quoi tu as commencé? Tu es tout de suite allé vers les NFT parce que c'était, entre guillemets, «ce qui t'a le plus plu» ou est-ce que tu as pris, on va dire, le processus d'apprentissage un peu plus traditionnel qui, par exemple, Non, pour moi, c'était Bitcoin, ensuite la non. blockchain, Alors pas du ensuite tout, pas toutes du les tout. opportunités? Pas du tout? Pas du tout. Moi, j'ai commencé d'abord sur les NFT parce que, comme je t'ai dit, ça a fait un tilt dans ma tête. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qu'était un NFT, les cas d'usage. J'ai lu tous les articles que j'ai pu trouver et en même temps que je lisais les articles, je relevais les noms des journalistes qui écrivaient les articles et je faisais un fichier et je cherchais leurs coordonnées. Donc, ce qui m'a permis, à travers le temps, de me faire mon fichier journalistique spécifique du Web3, ce qui me permet, quand il y a un communiqué de presse pour un lancement de collection, d'avoir vraiment les journalistes précis. Donc, ça, c'est une parallèle. Donc au départ, j'ai commencé ma formation par rapport au NFT, sauf que en lisant tout ce que je trouvais, j'ai regardé un maximum de tutos, je regardais des articles, etc. Forcément, ça a bifurqué vers blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Ah bon, c'est quoi? Ah oui, d'accord, je comprends bien. Et le métaverse, et les cryptos. Et en fait, pour moi, il est arrivé un moment où il était évident qu'il n'était impossible de m'intéresser au NFT sans m'intéresser aux autres éléments du Web3. Donc, il a bien fallu que je lise tout ce que j'ai pu trouver sur le métaverse, tout ce que j'ai pu trouver sur le Web3 en général, les cryptos, etc. Avec une réticence pour les cryptos, parce que c'est quelque chose, entre guillemets, qui, comme pour beaucoup de gens, hein, qui me faisait très peur. Mais j'ai lu quand même beaucoup de choses. Et puis, j'ai cherché à faire des rencontres, à aller dans des événements, croiser des gens. Je me suis fait un cercle d'amis en régional où il y a des gens qui sont docteurs, donc tous qui sont programmateurs, qui font du codage, etc. Il y en a d'autres qui sont spécialistes en images 3D. Il y en a qui sont des artistes NFT du son. Voilà, donc chacun spécialisé dans son domaine, en parlant avec eux, j'ai appris des choses. Il y en a même un qui est très très pointu en matière de droit et qui s'est intéressé beaucoup et qui a beaucoup creusé sur le droit par rapport à tout le Web3, les NFT, le métaverse, etc. Donc à chaque fois qu'il découvre quelque chose, il m'en parle. Donc j'ai appris de manière automatique, on va dire, au contact de ces gens. Et donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup contacté des gens, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup échangé. Et puis surtout également, j'ai étendu mon réseau. Voilà. Et ça m'a permis d'apprendre, on va dire, en autodidacte complètement. Ouais, je pense que la différence avec des processus d'apprentissage plus classiques que moi j'ai par exemple pu avoir, c'est que j'ai beaucoup lu effectivement comme toi, mais toi en plus tu as développé ton réseau, tu es allé contacter énormément de gens, tu as beaucoup Oui, d'expériences autour qui gravitent autour de l'univers qui fait que tu as appris de façon un peu plus naturelle que simplement en parcourant des sites et en faisant des formations entre guillemets. Toi, tu as eu cette présence d'esprit de contacter tout de suite plein de gens, de noter comme tu dis la liste des personnes qui s'y connaissaient à l'époque. Donc, je pense oui. que ça t'a beaucoup aidé et c'est Alors, une des justement, choses à prendre en compte. je voudrais rebondir sur ce que tu dis. À un moment donné, j'avais, tu sais, avec les points, la formation, etc., j'avais la possibilité de faire une formation, justement. Et donc, mais c'est il y a un an et demi. Et j'ai regardé les programmes de ce qu'il y avait dans les formations.
Et en fait, quand j'ai vu le programme, j'ai vu que c'était en dessous de ce que je savais, si tu veux. Donc ça m'aurait rien apporté. Oui, bien sûr. Bah, c'est Et sûr qu'à partir d'un certain niveau, il y a très peu de formations qui et puis il faut savoir à quoi la formation va aboutir et ce sur enfin, quels sont tes objectifs. Donc là, je vais embrayer sur une question, on va revenir un peu sur, ton expérience. Ton expérience dans la magie, donc ta 1re partie de ta vie, si je puis dire, est-ce qu'elle a pu te servir d'une façon ou d'une autre dans ta nouvelle activité dans l'univers des NFT? Parce que ça, c'est un profil que je n'ai jamais eu l'occasion d'interviewer. Donc est-ce que ton expérience dans la magie, ça a pu te servir dans ta nouvelle activité, NFT? et écoute, comme ça, à froid, oui, effectivement, parce que, tu vois, par exemple, déjà, j'étais capable de parler en public. J'étais capable même de faire des conférences sur le mentalisme parce que j'étais magicienne et mentaliste. Donc j'ai fait plusieurs conférences sur le mentalisme pour expliquer aux gens qu'est-ce que le mentalisme, comment ça fonctionne, etc. Questions-réponses, faire des actions comme ça avec des publics, du public, pardon. Et ça m'a vraiment appris à m'exprimer, à échanger. Donc, je suis tout à fait capable, quand je suis invitée dans des événements, de prendre un micro et de m'exprimer et de parler de ce que je connais. Voilà, je pense avoir une culture suffisamment générale du Web3 pour pouvoir rebondir sur chaque élément avec suffisamment, on va dire, de connaissances. Voilà. Et donc, je pense que oui, la magie m'a appris à ça, à pouvoir communiquer correctement avec les gens. D'accord, OK, ça t'a permis de bah, tu confiance en toi, tu avais l'habitude d'un certain public, d'avoir une présence, donc d'accord, OK. Quel est ton périmètre d'action dans le cadre de FLB Art? Alors justement, bon, FLB Art à la base, au début, c'était donc vraiment NFT et art en général. Et en fait, on est en train de spécialiser donc également dans tout ce qui est communication. Donc, je fais de la rédaction d'articles, je fais des communiqués de presse, j'ai un réseau de journalistes. Donc ça, c'est une branche de FLB Art. Également tout ce qui est organisation d'événements. Voilà. Et bah, surtout, c'est le soutien aux artistes en général. Et quand je dis artistes en général, je pense en premier quand même aux artistes classiques, hein, c'est-à-dire les artistes peintres, les sculpteurs, etc., qui mettent beaucoup de temps à s'orienter vers les NFT. Et j'en ai convaincu quelques-uns vraiment de se lancer dans le NFT avec des arguments auxquels ils n'avaient pas pensé, parce qu'ils étaient très réticents. Et en fait, j'ai trouvé des arguments pour les lancer, effectivement. Alors, est-ce que tu as là, du coup, un ou 2 arguments? Quel est l'argument clé qui peut faire Il pencher y en a la plusieurs. décision sur les NFT? Alors, il y en a plusieurs. La première problématique que trouve un artiste sur son chemin, c'est que déjà la visibilité. Un artiste, il faut qu'il expose, il faut qu'il trouve des lieux d'exposition, il faut qu'il soit vu pour pouvoir vendre. Ça, c'est une chose qui, jusqu'à maintenant, n'était pas très facile à obtenir. Il fallait aller dans des salons, payer les salons ou trouver des galeries qui vous exposent. C'était très, très compliqué. Avec le monde du Web3, que ce soit le métaverse, où il y a des expositions virtuelles, que ce soit les NFT qui permet d'avoir de la visibilité, ça permet donc aux artistes déjà, premier point, d'être visibles. Deuxième point, j'avais un argument choc, c'est que les artistes ont, quand ils vendent une œuvre d'art, un problème assez important, c'est le transport de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que déjà, il faut l'emballer, il y a des frais d'envoi, il y a des fois des frais de douane, et on n'est même pas sûr que l'œuvre arrive tout court, déjà pour commencer, mais surtout qu'elle arrive en bon état. Donc pour les artistes, c'est toujours une angoisse d'envoyer son œuvre d'art, ne serait-ce que pour le coût, mais aussi pour le risque. Or, quand on a un NFT, le NFT peut être vendu à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de coût de transport, il n'y a pas de risque que l'œuvre soit abîmée. Donc, c'est quand même un argument choc pour un artiste, c'est que ça lui permet de vendre une œuvre d'art sans toutes ces contraintes. Voilà. D'accord, Bon, mais ces artistes-là, ils vendaient des œuvres physiques et là, tout à fait. ils se décident de basculer dans le monde du numérique en créant des œuvres numériques, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et en plus, le dernier atout qui n'est pas un des moindres, hein, c'est que ça permet en même temps que leur œuvre soit entre guillemets horodatée sur la blockchain, de manière à ce que si quelqu'un un jour les copie, voire même revient vers eux en leur disant c'est toi qui m'as copié, ils ont une preuve qu'ils ont été le premier à créer cette œuvre, etc. Voilà. Donc c'est quand même très important.
Et ces artistes, ben, on est d'accord, là j'expliquais qu'ils faisaient des œuvres physiques et ils changent complètement en faisant une œuvre numérique, donc c'est vraiment Alors ils changent pas, disruptif. ils Ils associent, continuent, ils voilà, c'est ça, ils continuent. continuent de Ils faire des œuvres physiques auxquelles ils associent un jeton qui est le fameux NFT, voilà, qu'ensuite ils peuvent envoyer et bénéficier de tous les avantages des NFT. voilà. Maintenant, l'œuvre physique, elle reste chez eux? Comment ça se Tout passe dépend derrière? du souhait de l'artiste. L'artiste peut décider de ne vendre que le NFT. À ce moment-là, il ne vend que le NFT et pas l'œuvre physique. Maintenant, l'artiste peut décider de vendre le NFT et l'œuvre physique. Alors là, du coup, la contrainte de l'envoi s'applique quand même. Voilà. Oui, c'est ça, OK, c'est Ça plus clair dépend et de son smart contract, ce qu'il va mettre dans son smart contract. Voilà. OK, bon, c'est un peu plus clair. Parce qu'il y a toujours cette voilà, c'est très compliqué d'avoir un jeton associé à une œuvre physique et Oui, toujours maintenir une dépendance et un lien entre les 2 pour s'assurer que la voilà. personne qui reçoit l'œuvre a bien le NFT et que quand on envoie un autre NFT, l'autre reçoit bien l'œuvre physique. C'est quand même un Voilà. un Alors, sacré il y a un autre casse-tête. avantage aussi à lier l'œuvre physique avec le NFT. L'avantage aussi, c'est que si les deux sont liés, si l'œuvre physique est revendue, on peut y associer un système de royalties qu'il n'y Oui, a actuellement pas. C'est-à-dire que vous avez acheté une œuvre, on va dire un exemple de César, je pars dans l'ancien, hein. Vous revendez l'œuvre, la famille, les héritiers de César ne voient pas la couleur de l'augmentation de prix de la valeur de l'œuvre. Voilà. ouais. En l'occurrence, si on l'associe aujourd'hui l'œuvre à un jeton non fongible, l'avantage, c'est qu'on peut y associer des royalties, mettons 10%. Je prends l'exemple de mon ami qui est Florent Boisard, qui est artiste peintre à l'aérographe. Il va vendre un tableau, mettons, je donne un exemple, 10 000 euros. Celui qui l'achète va le revendre 50 000, et ben, il y aura des royalties pour l'artiste. C'est quand même intéressant. Et si dans 10 ans, il se revend 500 000, idem. Mais oui, le jeton, le NFT, tout est numérique, donc on peut, mettre carrément des paramètres de redevance qui s'appliquent sur le marché primaire, mais aussi secondaire, chose qu'on n'avait pas, beaucoup sur, les œuvres physiques. Donc Voilà. c'est vraiment un des points, des avantages principaux des NFT également. Hem, Également pour les galeristes, c'est un atout parce que actuellement, il y a des galeristes qui n'ont pas encore passé le pas vers les NFT, mais pourtant ils devraient parce qu'ils se plaignent que certains de leurs artistes qui sont célèbres subissent énormément de falsifications, de copies et de gens qui font des fausses œuvres de ces artistes. Donc si je prends par exemple Omen Nguyen, qui est un artiste qui fait des portraits, mais en fait l'ensemble du portrait c'est un gribouillage. C'est-à-dire, c'est un gribouillage avec des zones plus denses que d'autres. Et en fait, le tout fait un portrait, mais vraiment avec les ombres, les lumières, les expressions, tout y est. Et donc, c'est un artiste qui est vraiment très, très reconnu. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le plagient. Voilà. Donc, s'ils utilisaient ce système, ça permettrait aussi de créer un, un système d'authenticité sur les œuvres de cet artiste. d'accord, c'est très clair. Maintenant, est-ce que tu peux me dire quels sont les défis à relever pour lancer sa collection NFT? Alors, on part du principe qu'il ne connaît rien au début, c'est ça? On va dire qu'il connaît un peu l'univers du Web3, il sait que les NFT ont un intérêt, mais il veut passer à l'action. Donc, c'est pas Co plus. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve, et encore c'est en voie d'amélioration, hein, je trouve que c'est encore assez complexe pour un artiste de se lancer. Parce que donc déjà, s'il n'y connaît rien en crypto-monnaie, il va quand même falloir qu'il se crée un portefeuille, qu'il mette des crypto-monnaies dessus pour payer les frais éventuellement, qu'il reçoive également sur ce portefeuille le fruit de ses ventes. Donc ça peut faire des craintes, d'autant qu'il y a eu quand même pas mal de hacks de certains portefeuilles. Donc s'il n'y connaît rien, il peut avoir peur de se faire voler tous ses sous, de se faire voler ses NFT. Donc il y a un petit côté technique là-dedans. Il faut savoir qu'un artiste, il passe son temps à peindre, hein. Il n'a pas le temps de se faire une formation sur le Web3, etc. Se lancer par soi-même en tant qu'artiste, c'est encore difficile. Il est un petit peu obligé de déléguer à un tiers, quelqu'un dont c'est le métier, de déléguer vraiment ce processus pour le lancement, parce que lui-même ne sait pas faire. En plus, pour la partie communication, parce qu'on est bien d'accord qu'un NFT ne va pas se vendre tout seul par l'opération du Saint-Esprit, il y a quand même une communication, il faut faire une communauté tout autour de cette collection, à moins que l'artiste soit vraiment très 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 connu, et encore, ça ne fait pas tout, hein, on est bien d'accord. Il y a des personnalités qui se sont plantées parce qu'ils n'ont pas eu une bonne communication à côté, donc ça ne veut rien dire. Donc il faut la communication, il faut la communauté, et donc il y a tout un lancement qui accompagne aussi cette création d'NFT, donc ça reste quand même très 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 technique.
Et un artiste qui se lance par lui-même et qui va aller miner sur OpenSea un NFT, puis qui va attendre, on va dire, le chaland, la personne qui va venir et qui va acheter, ben, il peut attendre longtemps parce qu'il ne vendra pas son NFT. Voilà, il y a quand même un travail énorme autour. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour un artiste. Et je connais beaucoup d'artistes qui ont voulu se lancer tout seuls et qui ont abandonné en me disant ouais, c'est de la merde, etc. Parce qu'il n'y a pas eu tout ça derrière. Eh oui, Voilà. donc bien s'entourer. Vraiment le défi, c'est de trouver la bonne personne qui va pouvoir faire le relais. Oui, D'accord, et c'est alors le très clair. problème, c'est que trouver la bonne personne sans se faire arnaquer. Oui, il faut Voilà. trouver quelqu'un de à la fois compétent, honnête et qui comprend aussi, Oui. les enjeux des artistes. D'accord, Alors, c'est il faut savoir que dans le Web3, comme c'est quand même un univers, un écosystème qui est très récent, la plupart des sociétés et des intervenants que tu vas rencontrer sont des sociétés jeunes. Donc, c'est pas évident de trouver vraiment la personne de confiance qui va mmh, gérer votre collection. Donc, c'est vraiment assez difficile. Alors, c'est vrai que parmi les personnes qui écoutent, s'il y a des artistes qui veulent se lancer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que moi, je commence à connaître les acteurs qui est bon, qui ne l'est pas. Et je peux vous orienter vers des bons professionnels parce que je commence à les connaître. Mais c'est vrai que quand on se lance et qu'on ne sait pas, c'est difficile parce que on peut avoir l'impression que la personne en face de nous est quelqu'un de bien et il ne l'est pas. C'est, ouais, voilà. d'accord. Eh beh, c'est noté, je mettrai évidemment tous les liens, dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller contacter, Michel pour, avoir un peu plus d'informations et éventuellement un bon contact. Donc c'est effectivement le défi à relever et j'en profite pour te poser une question. De toi, de ton expérience, tu as vu donc un certain nombre de collections, soit directement, par ton activité, soit avec ton réseau qui, je pense, est beaucoup aussi à regarder les collections NFT. Quels sont les différents outils utilisés, ceux qui reviennent souvent? J'imagine que forcément OpenSea, c'est le numéro un de la plateforme sur NFT, mais aussi sur, est-ce que c'est sur Polygon? Est-ce que c'est sur Ethereum directement? Quels sont voilà, de manière générale, les outils utilisés par les Alors, différentes collections? quand j'ai commencé, c'était vraiment plutôt Ethereum. Maintenant, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, Polygon est en train de prendre le dessus. Voilà, ça c'est mon point de vue. Pour plein de raisons, et la principale étant quand même les frais, ce qu'on appelle les frais de gaz. Oui, Donc, pour l'audience, c'est assez complexe Polygon, mais voilà, ça sert de, couche supérieure à Ethereum, qui permet d'avoir des performances et des frais de transaction effectivement beaucoup plus abordables, notamment pour les artistes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est construit par-dessus Ethereum. Ça permet de bénéficier de la sécurité d'Ethereum, mais des performances de Polygon qui sont beaucoup plus intéressantes pour les artistes. Donc OK, voilà. beh, ça fait écho parce que j'ai interviewé une personne récemment qui me disait que justement la collection NFT qu'ils vont créer à partir de pièces d'or et d'argent, elle sera développée sur Polygon. Donc ça fait, totalement écho avec ce que moi je ressens, au niveau de mon réseau. Donc, Alors, ces n'hésitez personnes vas-y. dont tu parles, je les ai dans mon réseau et on a déjà été Ah! pas mal en contact. Ah bah, ça tombe J'ai bien. même Et beh, fait un les petit article pour eux sur ma page il y a 6 mois ou un an, je ne sais plus, quand ils voulaient lancer d'accord. leur projet. Et ben l'épisode sortira, juste avant celui-ci, je crois. Donc, c'est Artorus et voilà. N'hésitez Exactement, tu as pas à bien aller vu. regarder le projet avec, Romain, donc son CEO. Et ben c'est très Tout à fait. intéressant qu'on ait des synergies, qu'on ait des contacts en commun. Autre question, du coup, on va parler un peu métaverse. Ça intrigue Oui. beaucoup de gens, on a du mal à définir ça. Toi, tu connais un peu cet univers-là. Le Mhm. métaverse est pas mal décrié, notamment avec, bah, tout ce que Facebook propose, qui est pas forcément très attractif, moi je trouve, en tout cas personnellement. Comment penses-tu que la population va finalement arriver à s'intéresser au métaverse? Alors bon, il faut savoir que le métaverse, il est vu par la population comme un univers un petit peu comme un univers de jeu où on y va, on se promène. C'est un peu l'image que les gens ont. C'est pas que ça. Le métaverse, ça a vraiment des utilités et qui sont en train d'être mis en place et qui vont devenir, je pense, incontournables. Un exemple tout bête, vous avez besoin de faire une réunion, donc soit vous utilisez le chemin classique, vous prenez un avion et vous vous déplacez sur votre réunion, soit on utilise Google Meet, ça c'est quelque chose, donc tous les systèmes. Mais bon, vous ne pouvez pas prévoir dans la réunion, on va dire, un certain nombre d'éléments annexes qui, je sais pas, comme des démonstrations ou des maquettes en 3D, etc. C'est plus difficile à mettre. Voilà. Donc là, le métaverse, ça pourrait permettre d'avoir des réunions beaucoup plus élaborées que ce qu'on a aujourd'hui, et surtout en réduisant les coûts de transport. Ça, c'est une première chose. Il y a également un intérêt, c'est pour tout ce qui est conférence. Ça peut permettre de faire des conférences à l'autre bout du monde,
toujours sans avoir les déplacements, les coûts et également ça permet aussi d'avoir plus de temps. C'est-à-dire que vous ne passez pas votre temps dans les avions, dans les hôtels, vous vous préparez 10 minutes avant la conférence, vous mettez devant votre écran, vous rentrez dans le métaverse et donc vous assistez à cette conférence. Il peut même y avoir un système d'hologramme dans cette conférence intéressante. Donc c'est très, très intéressant pour ça. Ça pourrait permettre également, de participer à des concerts de personnalités, hein, sans avoir à sortir de chez soi. Ça, c'est un autre intérêt. Également, alors plus au niveau, on va dire, professionnel, ça peut permettre de faire des entretiens d'embauche. Voilà. Alors, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on pourrait très bien faire un entretien d'embauche par écran interposé, ça pourrait être intéressant, mais il est possible aussi que la personne qui va vous recruter ait envie de vous proposer donc d'interagir par rapport à l'univers où il se trouve pour voir comment vous évoluez. Alors, un exemple tout bête, pour recruter quelqu'un dans une boutique de luxe, tester un petit peu par rapport à un client, comment il interagirait, etc. On pourrait faire une simulation dans un métaverse. C'est un exemple, hein. Ça peut être donc une forme d'entretien d'embauche un petit peu plus élaborée. Ça peut permettre également, alors ça c'est génial, les visites virtuelles de musées. Alors je prends un exemple, les personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite ou même chez elles, hein, il y en a beaucoup qui ne sont plus très mobiles. Euh, Elles sont privées aujourd'hui, à part la télévision, hein, elles sont privées aujourd'hui de pouvoir profiter des musées, de pouvoir profiter de voyages et d'un certain nombre de choses. Bon, c'est déjà faisable hein, avec le métaverse. Ça peut permettre donc aux gens d'aller visiter une cathédrale à l'autre bout du monde, un musée à l'autre bout du monde, de s'arrêter devant une œuvre, de tourner la tête et d'en voir une autre, comme s'ils y étaient. Et je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir permettre aux gens de faire ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça a un autre intérêt, donc le métavers, ça va être pour tout ce qui est éducation. Alors, par exemple, vous allez prendre des adolescents, vous allez vouloir leur parler de l'Égypte. Vous allez carrément les envoyer dans le métaverse au milieu des Égyptiens, à l'époque des Égyptiens, et vous allez pouvoir leur faire participer à la vie de ces Égyptiens. Et je pense qu'au niveau imprégnation, enfin, les gens vont pouvoir s'imprégner vraiment de l'ensemble de la vie des Égyptiens, de mieux comprendre. Et je pense qu'au niveau éducation, ce sera plus ludique et plus performant. Voilà. En matière de formation, alors par exemple, je suis allée à Paris à la Cité des Sciences. Et il y avait à ce moment-là un étage qui était pour un événement métaverse. Et il y avait des stands. Et sur ces stands, il y avait un stand de formation pour tout ce qui est échafaudage, bâtiment, etc. Et on a pu tester ce stand de formation. Donc, on a mis le casque, on avait des manettes. Et en fait, on avait la possibilité donc de participer au montage de l'échafaudage. Donc, on pouvait attraper un outil, on pouvait visser, etc., ouvrir une trappe, passer à l'étage au-dessus, prendre un marteau, etc. Il y avait tout un ensemble de choses qui participaient à la formation pour ça. Je sais également qu'il y a des formations prévues pour les chirurgiens, parce qu'aujourd'hui, c'est complexe hein, pour un chirurgien. On ne va pas le mettre directement sur un patient, à lui faire une opération à cœur ouvert, comme ça, à froid, alors qu'il n'a jamais appris. Donc, c'est délicat aujourd'hui de faire cette formation. Donc, grâce à ça, on va vraiment pouvoir former, avant de passer vraiment sur le réel, former les médecins à moindre coût et de manière efficace. Donc, vous voyez, il y a vraiment des champs d'exploitation et d'exploration infinis. Ça pourrait même servir pour les administrations, ça pourrait servir pour des actes notariés, ça pourrait servir vraiment pour... C'est absolument infini les possibilités du métaverse. Et c'est vrai que le grand public aujourd'hui, il ne voit quoi? Il voit juste, on y va, on se promène, on s'ennuie, ou on joue comme dans les jeux, et il ne voit vraiment qu'une face minime de ce qu'on peut faire, et c'est absolument incroyable. Que ce soit en termes de logiciel et en termes de matériel, on commence à avoir des choses très intéressantes en termes de résolution, en termes de Oui. 3D, en termes de donc ça, c'était nécessaire pour commencer à démarrer dans des immersions vraiment, intéressantes et le socle aussi qui est essentiel pour moi et qui va vraiment débloquer certaines choses, c'est le socle de la valeur
où là, quand on croise avec la blockchain et on peut rajouter des actifs, Tout à fait. gamifier un peu les interactions dans le métaverse, c'est là aussi où on va avoir un côté viral, un côté attractif pour les gens. Et avec Oui. les nouvelles générations qui sont à fond là-dedans, je pense que, bah, voilà, dans les prochaines années, ça va être très intéressant à suivre. Les Oui, ventes de billetterie, par exemple, oui, bon, regarde, il y a eu un scandale il n'y a pas très longtemps. Il y avait un match à Paris où il y avait eu des ventes de faux billets pour le match. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés coincés devant les portes. Il y a eu des histoires avec la police. Vraiment, il y a eu beaucoup d'histoires parce qu'en fait, les billets avaient été falsifiés. c'était la Il y a la finale de la Ligue des Champions, oui, je m'en souviens bien. Il est déjà possible de vendre des billets NFT et au moins, la personne qui arriverait avec un billet, il ne peut pas être falsifié. Et il n'y aurait plus ces problèmes. Voilà. On peut le voir sur 2 axes, ce problème-là. Il y a à la fois le côté NFT sur son application, sur son téléphone qui fait que, bah, le billet, il est authentique, il est certifié et vous le montrez et vous pouvez rentrer dans le stade et on peut aussi le voir d'une autre façon où, même si vous êtes à 10 000 kilomètres, vous vous connectez dans un espace, que ce soit un métavers ou un espace, dédié et vous pouvez, participer à cet événement à distance, comme tu le disais. C'est un des cas d'utilisation et bah, il faudrait avoir le NFT dans le métaverse pour accéder à l'espace, et pour voir, je sais pas, la coupe du monde au Qatar. Ou vous êtes trop loin, vous avez pas les finances, vous achetez juste la place pour le match que vous voulez voir et vous vous connectez et vous pourrez accéder au match en haute qualité, haute définition et ça va être dans les prochaines années. Donc il y a plusieurs façons d'exploiter ça. On voit que ça peut être juste la billetterie, mais ça peut être aussi carrément à distance, pour assister à l'événement. Maintenant, si on zoome juste un petit peu rapidement sur, plutôt le côté art, dans le domaine que tu affectionnes particulièrement, l'art dans le métaverse, les musées virtuels, les présentations de collections, individuelles, est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a des gens qui s'y intéressent réellement actuellement? Ou est-ce que c'est encore un peu poussif? C'est encore un petit peu poussif. Comme je vous ai dit, les artistes ont un petit peu du mal, je parle les artistes classiques, hein, ont encore un peu de mal à se lancer là-dedans. C'est pas évident. Au même titre que l'intelligence artificielle, il y en a encore carrément beaucoup qui veulent même pas en entendre parler. Ils ont les poils qui se dressent quand on prononce le mot. Donc, c'est pas encore gagné. Et ça reste encore quand même assez technique pour certaines choses. Par exemple, créer une exposition virtuelle, tu vois. Donc, c'est pas évident. OK, bon, bah, c'est clair. On va finir sur des 2 petites questions, un peu plus, un peu moins professionnelles. Quels sont tes projets à venir, sur du moyen long terme, que ce soit, pro ou perso? Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus? Mais écoute, mon parcours s'est fait de manière naturelle depuis le début et il s'est orienté naturellement vers une partie influenceur. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette partie influenceur m'a apporté quelques clients, c'est un début, hein. J'aimerais le développer vraiment pour devenir un vrai influenceur. Bon, on est encore au début du Web3, hein, je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Je voudrais en faire vraiment un métier à part entière parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis, il y a également un autre axe qui n'a rien à voir avec le côté artistique. Enfin, rien à voir, c'est un bien grand mot, puisque apparemment, c'est ça qui les a intéressés. J'ai été contactée par le journal Coin Tribune, qui s'est intéressé justement au fait que j'ai une spécialisation artistique. Et les NFT artistiques, c'est un domaine sur lequel ils n'avaient pas encore assez d'articles. Ils m'ont demandé de rédiger un premier article pour faire un essai, pour voir ce que je valais en qualité, on va dire, de rédaction. Et ils ont décidé donc de m'intégrer à leur équipe pour faire donc de la rédaction. Je pense que ils vont plus pousser vers la partie artistique et NFT, effectivement. Ça Voilà. semble logique et ben, bravo pour cette nouvelle opportunité et c'est très bien. Donc on va pouvoir voir des articles, a priori sur Cointribune avec Michel, donc j'ai hâte de lire les prochains. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cette interview? Écoute, moi, ce que je pense, c'est que dans les mois qui viennent, et ça peut aller assez vite malgré tout, je pense que l'écosystème va exploser dans le bon sens, je veux dire, hein. C'est-à-dire, il va vraiment absorber un maximum de gens. Les gens vont suivre de plus en plus. Et je pense que ça va aller assez vite parce que justement, il y a des événements qui font que ça se précipite. Comme par exemple, on a parlé du match où il y a eu ça. Il y a un certain nombre d'événements qui font que ça va orienter les gens vers ça de manière naturelle. Et je suis bien persuadée que ça peut aller plus vite. Ben, beaucoup de gens en parlent de plusieurs années pour qu'il y ait une adoption massive.
Moi, je pense qu'au contraire, ça peut aller un peu plus vite parce qu'il y a à chaque fois un événement majeur qui va faire que les gens vont s'y intéresser. Donc, à mon avis, c'est bien parti. D'accord. Eh ben écoute, ça termine bien, cette interview. Merci encore Michel, merci d'avoir partagé toute ton expérience, tout ton parcours. Je te souhaite le meilleur pour la suite, passe de bonnes fêtes de fin d'année et puis je te dis à très bientôt, peut-être pour un autre épisode de podcast dans quelques semaines ou quand tu auras quelque chose à nous partager. Au revoir, salut à tous. Au revoir à tous, salut!